Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc conseiller régional de la région Centre-Val de Loire. J'ai 58 ans. Je ne suis pas du tout politicien de métier. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les métiers de la protection de l'environnement, enfin, de la gestion de l'environnement, plus exactement de la conservation de la biodiversité, bien avant que ce soit à la mode, il y a 35 ans. Et je me suis retrouvé conseiller régional, pas par hasard, pas là-dessus de mon plein gré, mais par, comme ça, un petit peu subitement, un enchaînement de circonstances, et puis un jour vous vous retrouvez élu. C'était pas prévu, mais bon, c'est intéressant. Je veux tout de suite préciser que moi je ferai pas d'intervention de nature politique, même si j'ai un engagement politique actuellement. Je suis candidat à rien, il y a des européennes qui s'approchent, mais donc mon intervention n'est pas du tout de nature politique, c'est quelque chose de beaucoup plus factuel. Elle aurait pu être faite il y a 6 mois, elle pourrait être faite dans 1 an, elle pourrait même être faite par quelqu'un qui est de l'autre côté de l'échiquier politique, ça change rien, c'est plus un constat qu'autre chose. Avant de rentrer dans le sujet à proprement parler, je voudrais faire un propos liminaire en 2 points, très courts. Le premier, c'est donc nous sommes officiellement en campagne électorale pour les élections européennes. Parce que ce soir, on va parler de région, mais d'Europe, parce que c'est la même chose en fait. L'un découle de l'autre. Et c'est quand même sidérant. On est à quelques semaines, à une poignée de jours des élections, rien dans les médias, rien, pas de débat. Il y a le père machin qui a fait ça, la mère machin qui a fait ça, point. Aucun débat sur le fond. Donc c'est quand même très étonnant. Et c'est dans ce cadre où c'est intéressant, je pense, de parler un petit peu du sujet, parce que pour amener simplement de l'information. Dans ce cadre-là, il y a un livre, et je veux le signaler parce que je pense qu'il faut absolument le faire, il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui a été écrit par Philippe de Villiers, certainement que certains d'entre vous l'ont lu, et je voulais absolument en dire un mot très court, parce que ce livre, puisqu'il n'y a pas de débat sur le fond, on n'informe personne de rien, si vous voulez être informé de certains points de l'Union européenne, ce livre vous informe, c'est donc le livre qui est j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, et c'est absolument édifiant quand on le lit, on est d'accord ou pas avec le Villiers, on n'aime pas le Villiers, mais ce livre pose 3 points qui ne sont jamais débattus auprès des Français et sur lesquels on n'informe pas. Les 3 points, le premier, c'est la naissance, la genèse de l'Union européenne, qui nous concerne tous aujourd'hui, voilà, depuis sa création. Et la genèse, en réalité, ce sur quoi insiste De Villiers, dont il apporte les preuves, c'est qu'elle n'est pas du tout, comme le dit le mythe, une espèce de continuité politique de la résistance. Je parle de la résistance de la Croix de Lorraine. Elle n'a pas été créée que par un élan populaire qui était une suite politique de la résistance pendant et après la guerre. Elle a été créée, et il en apporte les preuves, par les États-Unis d'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un premier point. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse débattre sur le fond là-dessus. Ensuite, elle a été créée par les États-Unis d'Amérique par le biais d'agents, plus ou moins de la CIA, qui étaient Monnet, Schuman, Walter Hallstein et d'autres. Le deuxième point sur lequel insiste ce livre, c'est le fait que l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, fonctionne, elle est gouvernée par une commission exécutive. Une commission exécutive, c'est désincarné, c'est acéphale. Et ça a été voulu comme ça. Et beaucoup de nos problèmes, beaucoup de cette désaffection des citoyens, de l'Europe entière d'ailleurs, pour cette Union européenne, qui devrait pourtant nous rassembler, vient de ce fait. C'est qu'en réalité, elle ne nous représente pas, cette Union européenne. Le troisième point sur lequel ce livre insiste, c'est le fait que depuis... moi, j'ai une conscience politique, en gros, depuis la fin de Pompidou, Giscard d'Estaing, etc. J'ai toujours entendu dire, comme vous probablement, toujours, encore aujourd'hui jusqu'à Macron, en passant par les Sarkozy, la droite, la gauche, ça ne change rien, ils nous ont tous dit, l'Europe, parfait, mais il faut qu'on change tout. Mais vous allez voir, on va tout changer et après ça va être merveilleux. Macron continue de nous faire le coup là. Ils nous l'ont tous fait le coup et ça n'a jamais changé. Et ce qu'explique très bien De Villiers dans son livre, c'est que ceux qui pensent que l'Europe va devenir, ou ils espèrent, ou ils rêvent que l'Europe devienne, quand je dis l'Europe c'est l'Union européenne, une force puissance, ils vont attendre longtemps et en vain. Parce qu'en réalité l'Union européenne a été construite, a été conçue dans son ADN
pour ne surtout pas devenir une puissance, notamment politique et économique. C'est au contraire, plus le temps passe, plus ça devient un monstre géographique et plus elle devient totalement inopérante et incompréhensible par les citoyens de cette même Union européenne. Voilà, je clôt ce propos liminaire. C'est intéressant de lire ce livre pour au moins avoir de l'information, puisqu'on ne peut pas en avoir par les médias ni par les débats politiques. Pourquoi parler ce soir des régions et de faire le lien avec l'Europe? Et là, je rentre dans le sujet. Comme probablement beaucoup d'entre vous, j'avais, avant de faire de la politique, puisqu'il faut appeler ça comme ça, j'avais une vision assez vague du millefeuille administratif, la façon dont ça fonctionne en France. Et pour moi, la région, ça rimait avec décentralisation. Région, dès qu'on parle de région, ça c'est un échelon qui se rapproche des citoyens, etc. Et c'est comme ça que les régions sont vendues. Et pour moi, les régions, c'était ça. C'était un petit peu la marque, la garantie de la décentralisation de la politique française. Très bien. Et puis, l'histoire fait qu'un jour, je deviens conseiller régional. Et là, je regarde, j'observe, j'interviens. Et assez vite, me vient l'impression que c'est pas du tout. La région, c'est pas du tout ce que je pensais. Ça fonctionne pas comme je pensais. Ça ne fait pas ce que je pensais. Et donc là, c'est intéressant. Après 2 ans et demi de mandat, je suis pas là pour parler de moi, ça n'a aucun intérêt, mais pour parler des régions. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Et notamment, la première chose que j'ai découverte, et qui m'a étonné, parce que moi je le savais pas, mais je me rends bien compte qu'autour de moi, les Français ne sont pas conscients de ça. C'est que les régions, comme c'est dans l'intitulé de la fiche, là, de la conférence de ce soir, les régions, quelque part, une partie des régions sont un cheval de Troie de l'Union européenne. L'Union européenne, encore lui, de Villiers, dans son livre, dit un truc très drôle. Il dit l'Union européenne, elle fonctionne avec le système du voleur chinois. J'ai trouvé ça très drôle, parce que c'est tout à fait vrai quand vous êtes dans les rouages. Alors, Villiers, il dit, quand vous avez un beau vase précieux sur un bar, et le voleur français ou le voleur latin, il va attendre que personne ne le regarde, et à un moment donné, tu vas foutre le vase dans sa musette, et il va partir avec. Puis il se fait choper ou pas. Le voleur chinois, il procède différemment. Il va venir prendre un café 2 fois par jour au bar, et il va pousser, à chaque fois qu'il vient, le vase d'1 demi-millimètre, jusqu'à ce que le vase tombe tout seul dans sa musette, et là, soit il n'est pas vu, pas pris, soit il est chopé, et il va dire, le vase, il est tombé tout seul dans ma musette. Voilà. Et l'Union européenne, elle avance de la même façon. Elle avance par tout petits pas. Dès qu'elle sent qu'il y a une réticence, hop, elle retire son doigt gras. Et puis elle avance par ailleurs, elle attend, elle revient indéfiniment. Et elle fait finalement ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire passer au-dessus de la tête des nations, au-dessus de la tête des États, et finalement remplacer les États. Donc, très bien. Seulement, je ne suis pas persuadé que les Français le ressentent comme ça, soient conscients forcément de ça, et c'est ça qui pose problème. C'est le fait d'avancer masqué comme ça. Alors, les régions sont incontestablement un des bras armés de l'Union européenne. Vous savez sur les 27 pays qui constituent l'Union européenne, il y a 271 régions. Et cette régionalisation, elle a toujours été voulue par l'Union européenne. Ça fait partie de la feuille de route. Pourquoi les régions? C'est tout à fait séduisant des régions, parce qu'effectivement, il y a un côté décentralisation qui satisfait les citoyens, puisque le pouvoir central se décentralise par définition, les décisions se rapprochent des citoyens. Mais ce que l'on va analyser, c'est est-ce que c'est réellement la réalité des choses? Les régions, quelque part, sont un mirage de la décentralisation. La décentralisation, elle est, d'une façon générale, elle est voulue par les peuples. Elle est voulue, et puis plus on s'enfonce dans les territoires, parce qu'aujourd'hui on dit plus province, on dit territoire, plus les citoyens aspirent à ce que le pouvoir central se rapproche d'eux au niveau décisionnel. Et donc cette décentralisation, elle est une aspiration assez générale en Europe et ailleurs, mais particulièrement dans nos territoires ruraux. Et cette décentralisation, elle est toujours pensée par rapport au pouvoir central, par rapport à l'État. Donc chez nous, on dit toujours Paris. Voilà, c'est Paris qui a le pouvoir, donc il faut décentraliser. Très bien, donc c'est très séduisant.
Si on n'est pas là ce soir pour faire un cours d'histoire de la décentralisation, mais si vous voulez tirer sur le fil de la décentralisation, vous allez remonter jusqu'à 1789. C'est là qu'elle commence réellement, si vous voulez. C'est là où les historiens ils remontent jusqu'à 1789. On ne va pas remonter jusqu'à là, mais remontons jusqu'à quelques décennies en arrière. On va prendre à partir des années 80, à partir de l'ère Mitterrand. La décentralisation a toujours avancé par à-coups dans l'histoire. Elle avance par à-coups. Et à un moment donné, on ressent un besoin de décentralisation. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les événements, on entend parler de nouveau, le RIC, le machin, le truc. Les gens redemandent de la décentralisation parce qu'ils ont un sentiment d'écrasement du pouvoir central. Donc, ça avance à chaque fois par à-coups. Prenons à partir des années 80, en gros des années de 1982, un an après l'arrivée de Mitterrand, jusque dans les années 2000, il y a eu une grosse poussée des politiques de décentralisation avec énormément de lois qui ont été faites, etc. Bien. Et puis après, ça s'est tassé, les priorités sont passées à autre chose. Probablement que la décentralisation était ressentie comme suffisante à cette période-là. Ensuite, il y a eu un deuxième à-coup à partir des années 2010. Là, de nouveau, on est reparti sur des lois de décentralisation et notamment une. Alors on va pas toutes les énumérer, mais il y en a une qui est très très importante, qui est en 2014, qui s'appelle la loi MAPTAM. C'est complètement barbare comme tous ces mots-là. MAPTAM, ça veut dire modification de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles. C'est la fin de MAPTAM, affirmation des métropoles. Pourquoi je cite celle-là? C'est parce que c'est le type même de loi qui sont portées par les collectivités et notamment par les régions, qui sont dans la feuille de route de l'Union européenne depuis très 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 longtemps. Régionalisation, métropolisation. Et les métropolisations, elles sont portées à fond par les régions, depuis le début. Et ça, c'est le type même de politique qui est porté dans la feuille de route de l'Union européenne depuis des décennies. Donc là, on a la transcription réelle de la politique de l'Union européenne directement qui rentre dans les territoires. Alors la métropolisation, on peut tout à fait être pour, je vois qu'il y a ici des élus, je ne suis pas contre la métropolisation par principe, mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que si on la regarde aujourd'hui avec un peu de recul, la métropolisation, c'est quoi? C'est depuis 20 ans, on essore les territoires ruraux, et on remonte l'énergie et notamment les finances, on les concentre sur quelques métropoles choisies. On peut nous dire le contraire, et le président de la région Centre-Val de Loire ici, vous avez l'assurance d'avoir une grosse colère si vous lui présentez comme ça. Si vous lui dites la métropolisation, c'est l'essorage des territoires ruraux, il vous jurera que c'est le contraire, qu'ils mettent tout le paquet dans les territoires, etc. Moi, je vois bien ce qu'on vote, semaine après semaine, c'est le contraire. C'est-à-dire, on concentre tout sur les métropoles. Il y a encore, puisqu'on est dans le Loiret, encore le cas là du lycée qui était demandé vraiment par les populations autour de Sully-sur-Loire et tout, depuis des années, ils sont arrivés par la politique du voleur chinois, hein, petit millimètre par petit millimètre, à finalement repousser ce lycée juste en bordure d'Orléans. Et puis il n'y a pas moyen, on n'en sort jamais, quoi. Hein. Alors qu'ils ont juré le contraire et tout. La ligne Orléans-Châteauneuf, le président peut jurer encore cette semaine, là, c'est grand Dieu, que non, c'est pas abandonné et tout. Moi, je vous le dis, c'est abandonné. Ça a capoté. Parce qu'ils vont pas desservir un petit peu plus loin qu'Orléans. C'est Orléans la métropole et tout est dessus. Et c'est comme ça partout. Donc, cette métropolisation, elle est voulue. Et vous allez voir, je vais revenir en 2 mots à la fin de mon intervention, ça a une vraie importance. Parce que ça, c'est typique de l'Union européenne. Ensuite, je finis avec la décentralisation. En 2015, il y a eu de nouveau un gros à-coup de la décentralisation, porté par les régions toujours, où là, on a passé les régions de 22 à 13, donc c'était sous Valls, et on a fait la fameuse loi NOTRe, encore un mot barbare. NOTRe, ça veut dire nouvelle organisation du territoire, machin, etc. Et donc, on a redéfini complètement le périmètre des régions, et tout ça complètement dans l'alignement de la feuille de route de l'Union européenne. Pour comprendre comment se fait le lien entre les régions et l'Union européenne, il faut passer par son financement, par leur financement. Les régions, c'est financé comment? Maintenant, les régions ne lèvent plus l'impôt, parce que depuis que la taxe professionnelle a été supprimée, les régions ne lèvent plus l'impôt. Alors, elles lèvent encore un impôt.
mais il est minime, c'est les cartes grises. Le fruit des cartes grises tombe encore dans l'escarcelle des régions. Mais c'est contraint par la loi, c'est-à-dire que les régions ne peuvent pas monter au-delà d'un certain seuil, d'accord? Elles sont pas toutes, mais presque toutes au taquet, hein, je vous rassure. Région Centre-Val de Loire, elles sont au taquet de ce qu'elles peuvent prendre. Hein. Alors, elles disent toujours tout un tas de décales et tout, mais elles sont au taquet quand même. Bon, mais cet impôt, ça représente moins de 10% du budget. Donc c'est pas que c'est pas significatif, mais c'est plus vraiment on peut pas dire que les régions lèvent réellement l'impôt et se financent avec ça. Alors ensuite, avec quoi se financent-elles? Elles se financent avec des transferts fiscaux de l'État vers les collectivités, mais c'est complètement sous contrôle de l'État. Donc s'il veut serrer la vis, il serre la vis, l'État. Les régions font avec, elles sont furieuses d'ailleurs de ça. Avant, il y avait la DGF, une dotation générale de fonctionnement. Ils ont serré de plus en plus la vis, et puis depuis Macron, c'est complètement fermé, le robinet est fermé. Donc ça frictionne pas mal avec le gouvernement Macron. Et ensuite, donc, carte grise, ok, transferts fiscaux, emprunts, bien entendu. Les régions empruntent, elles empruntent comme l'État sur les marchés. Et puis, il y a un dernier point de financement, et il est important, des fonds européens. Ah, c'est bizarre, pourquoi c'est pas l'État? Non, ce sont les régions qui ont les fonds européens. Et les régions sont gestionnaires des fonds européens, pas l'État. Alors, ce qui est quand même un peu curieux, c'est que le contribuable français, via l'État, verse à l'Union européenne, suivant les années, entre 20 et 22 milliards en fonctionnement, hein, en contribution au fonctionnement de l'Union européenne. Pour la France, 20, 22 milliards. Si vous prenez de 2016 à 2019, là, on a oscillé entre 20 et 22 milliards. Mais l'Union européenne ne rend pas tout à la France. Il nous manque entre 7,5 et 9 milliards par an à la fin. Ils vont dans d'autres pays. Bon, très bien, la générosité, on est des bons chrétiens, ok, allez, on file 8-9 milliards. Très bien, mais il y a des contreparties à tout ça. Et surtout, il y a une chose étonnante, c'est qu'une très grosse partie de cet argent qui revient sur le sol français, il ne revient pas par l'État, mais il revient par les régions, par-dessus la tête. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui est vraiment marquant. Par-dessus la tête des États. Que ça se passe comme ça? Moi, c'est ce que j'ai découvert en étant élu à la région. Que ça se passe comme ça? Bon, si c'est ce que veut le peuple, machin, etc., très bien. Mais en général, les gens ne savent pas ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est quand même, pardonnez-moi, c'est quand même un petit peu curieux que ça débatte pas sur ces sujets-là et qu'on n'en entende pas parler. Donc, les gens ne sont pas réellement au courant de la façon dont ça se déroule. Donc, l'État donne de l'argent à l'Union européenne en rend une partie, mais pas tout. Très bien. Et maintenant, j'en reviens au financement des régions. On a vu qu'il y a de l'emprunt, il y a des transferts fiscaux, et il y a donc des fonds européens. On va voir un petit peu plus en détail ce que c'est que ces fonds européens. Mais pour comprendre à quoi ils servent, il faut voir les prérogatives et les compétences de la région. Qu'est-ce que fait la région? Alors, il y a tout un millefeuille administratif, dont les régions. Alors, les régions, elles s'occupent de choses... Leurs compétences, il y a deux champs de compétences. Et c'est justement où là, on va voir les fonds européens ont leur importance. Il y a un premier champ de compétences que moi, j'appelle régalien. Le terme est impropre, hein, vous me le pardonnerez, parce que le régalien... Sur le fond, c'est pas ça. Mais moi, je vais dire c'est régalien tout simplement parce qu'en réalité, il y a le premier champ de compétences des régions, si vous voulez, elles s'occupent de l'organisation de la société. C'est les transports. Transport ferroviaire, transport scolaire. Alors, transport ferroviaire, il y a déjà un certain temps. Transport scolaire, c'est récent. C'est depuis le 1er janvier 2018. Avant, c'était les conseils départementaux qui s'en occupaient. Bon, que je sache, les enfants étaient transportés quand même, hein. Bon, on a dit, non, c'est plus les départements, c'est les régions. À ce stade, je fais une parenthèse. Les départements, s'il y en a qui les apprécient, regardez-les bien, parce que vous n'allez pas les voir longtemps. La volonté de l'Union européenne, c'est de faire disparaître tous les échelons qui peuvent faire de l'ombre aux régions, et particulièrement, en tout cas pour la France, les conseils départementaux.
D'ailleurs, dans les couloirs du Conseil régional, la majorité ne s'en cache pas, ils attendent avec impatience que les conseils départementaux rendent leur dernier soupir. Et ça ira très vite maintenant, parce que, à part gérer les pots de chambre, les conseils départementaux, ils gèrent plus grand-chose maintenant. Donc, je reviens à mes transports. Là, s'occupe des transports ferroviaires, on en redira un mot à la fin, et scolaires. Ça, c'est l'organisation de la société, c'est ce que moi j'appelle du régalien. Que ce soit le département, la région ou l'État qui fait cette prestation, sur le fond, voilà, il faut la faire. Ça fait partie de l'organisation de la société. Et le fait que ça soit la région plutôt que le département, sur le fond, ça apporte pas une valeur ajoutée sensationnelle. C'est toujours contraint dans les budgets, dans les cadres législatifs, etc. Donc ça change pas grand-chose. Ensuite, la région s'occupe aussi de la formation professionnelle et s'occupe des lycées. Mais alors, des lycées de l'aspect technique, c'est-à-dire des locaux. Tous les locaux des lycées, c'est la région, et puis des personnels techniques qui vont avec, mais en aucun cas des personnels enseignants. Ça, c'est l'éducation nationale. D'accord ? Ensuite, la région s'occupe aussi du sport. Bon, c'est assez accessoire, on va dire. Et puis des déchets. Ça, c'est appelé à prendre beaucoup d'ampleur avec les nouveaux plans, notamment gérés par l'Union européenne. Ces compétences-là, transport, lycée c'est le plus gros budget dans les régions. Transport, lycée, etc. C'est ce que moi j'appelle le régalien. Encore une fois, ces prestations-là, ces compétences-là, il faut bien que quelqu'un dans le millefeuille administratif les fasse, les assure. Et encore une fois, certaines étaient dans le giron de l'État avant, après elles sont passées de ci, ça. Que ça soit la région ou un autre, de toute façon, ce sont des compétences qui sont contraintes par les budgets et par le cadre législatif. Bon, donc là-dessus, on n'a pas à attendre des régions une grande inventivité. Ensuite, il y a un deuxième champ de compétences des régions, et c'est là où c'est très intéressant. C'est l'aménagement du territoire. Alors là, on se dit, c'est sympa. Là, il y a un vrai champ politique. Là, il y a de quoi débattre. Là, il y a de quoi inventer. L'aménagement du territoire, tout le monde est concerné, et notamment dans nos territoires ruraux et tout. Les régions commencent à nous intéresser. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment est financé ce champ de compétences. Il est financé par l'Union européenne, par les fonds européens. Mais ces fonds européens qui s'appellent soit FEDER, ça veut dire Fonds européen de développement régional, soit FEADER, ça veut dire Fonds européen agricole de développement rural. Et puis il y a aussi des FSE, des fonds sociaux européens. Ces fonds-là, alors c'est pas anodin, parce que j'avais pris quelques notes. Tout ce qui est européen, ça fonctionne par plan. Je vais vite, parce qu'on peut pas faire en 40 minutes, on peut pas faire un cours complet, mais j'essaye d'être le plus succinct possible. Tout ce qui est européen, ça fonctionne par plan. On appelle ça des plans. Et les plans durent en général 6 ans. Alors là, en ce moment, on est dans le plan 2014-2020. D'accord ? Donc il est financé en 2014, et puis on déroule. 2014-2020. Bon. Le plan 2014-2020, ces fameux fonds dont je vous parle, c'est 28 milliards quand même. C'est 28 milliards de fonds européens pour la France. Alors si vous faites la division, divisé par 6, divisé par 13, ça doit donner une moyenne, quelque chose comme 350 millions en moyenne par région et par an. C'est pas anodin quand même. Ça, ce sont des fonds de développement rural et d'aménagement du territoire, financés par l'Union européenne. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que ces dossiers-là, je vous disais, la région, elle commence à m'intéresser. Mais pas du tout. Parce que ces dossiers-là, ils ne sont pas gérés par les régions. Ils sont gérés par l'Union européenne. Et ce que je vous dis là, vous irez le vérifier par vous-même, il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit comme ça, vous irez tout vérifier. C'est la loi du 27 janvier 2014 qui a confié aux conseils régionaux la gestion d'une partie des fonds structurels européens. Et dans la loi, les conseils régionaux deviennent, ça s'appelle autorité de gestion, je n'invente rien, autorité de gestion des fonds FEDER, des fonds FEADER et des FSE. Donc la région est autorité de gestion, pas l'État. Mais ces politiques d'aménagement du territoire ne sont pas, on va dire, inventées par la région. La région
n'est que guichet administratif, c'est également le terme qui est dans la loi. L'Union européenne, c'est encore les termes de la loi, instruit et gère les fonds FEDER, enfin les dossiers concernés par les fonds FEDER, FEADER et FSE, fonds sociaux européens. C'est la loi, l'Union européenne instruit et gère. Ensuite, l'argent passe au-dessus de l'État français, il ne le voit même pas, hein. Il tombe dans l'escarcelle des régions qui, dans la loi, sont guichets administratifs. Donc, elles distribuent, à qui on leur dit de distribuer, à ce pourquoi on leur dit de distribuer. D'accord ? Alors ça pose quand même des problèmes, parce que on nous dit région égale décentralisation. Je vous le disais au début, quand on pense décentralisation, on pense décentralisation. Mais là, ça pose deux problèmes. C'est qu'en guise de décentralisation, c'est non seulement une recentralisation, ces fonds européens, mais c'est une recentralisation qui va au-delà de l'État, au-delà du pouvoir central, et qui monte, et qui arrive via l'Union européenne, qui concerne 27 pays. Donc c'est pas de la recentralisation de Michel, hein. C'est du vrai. Et pourtant, l'image des régions est vendue comme quelque chose de complètement décentralisé, et notamment dans l'aménagement du territoire, comme l'échelon qui est auprès des citoyens, etc. Alors que les décisions, elles sont prises à Bruxelles. Et je vous rappelle quand même qu'elles sont prises, il y a un Parlement européen, mais les décisions, elles sont prises avant tout, notre ami Jean-Yves Le Gallou est bien plus compétent que moi pour le dire, mais elles sont prises quand même par la Commission. En tout cas, elles sont gérées, instruites par la Commission européenne, qui ne sont pas des élus. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, mais je vais en parler après. D'accord. Je le dirai tout à l'heure. D'accord, donc par des commissaires européens que moi personnellement je ne connais pas, à part Barnier, et qui sont élus par personne. Je continue mon propos quand même. Donc ça pose, il y a ce premier problème, et le deuxième problème, c'est un problème de souveraineté. Moi personnellement, mon engagement politique, il ne repose que sur une chose exclusive. Je suis souverainiste. Je ne m'en cache pas, je suis souverainiste. Bon. Et donc, je veux me battre pour que la France reste souveraine, ou en tout cas, peut-être même qu'elle redevienne, parce que je ne sais pas si elle l'est toujours. Et dans ce fonctionnement des régions, elle est où la souveraineté ? Encore une fois, le problème, bien entendu, c'est que ça, de mon point de vue, c'est que ça fonctionne comme ça. Mais le vrai problème, c'est que le citoyen français, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit conscient de la manière dont ça se passe. Je n'en suis pas sûr du tout que la majorité des Français ait conscience que des fonds européens sont investis directement sur le territoire, notamment dans les territoires ruraux français, et ne soit pas forcément la décision de leurs élus nationaux et ne soit pas la décision de leurs élus régionaux, mais que ce soit des dossiers instruits par des gens de Bruxelles au niveau, à l'échelon de l'Union européenne, et dans un but qui est un but communautaire. Bon, alors après, on voit bien qu'il y a une désaffection profonde pour la politique, et cette désaffection profonde, à mon avis, elle s'explique quand même beaucoup par le fait que les gens ne comprennent pas. Là, avec toutes les histoires qui nous arrivent, là, les gilets jaunes et tout, qu'est-ce qu'on entend le plus sur les ronds-points où moi je suis beaucoup allé? Mais les gens ne comprennent pas, moi non plus je ne comprends rien d'ailleurs. Les gens ne comprennent pas, ils disent mais pourquoi lui il a dit ça pendant sa campagne électorale qu'il ne le fait pas? Pourquoi là il se passe ça alors qu'on ne nous avait pas dit que ça se passerait comme ça et tout? Les gens ne comprennent plus comment ça se passe, parce que tout simplement notre pays n'est plus suffisamment souverain pour avoir toutes les manettes de la politique dans la main, et que beaucoup de choses sont imposées par d'autres échelons, et ça les citoyens français ne sont pas forcément informés du degré de cette perte de souveraineté. Ils en sont conscients, les gens voient bien qu'il y a un problème, mais ils ont du mal à saisir et à comprendre d'une part d'où ça vient et comment ça leur arrive sur la figure. Alors, pour terminer, je voudrais prendre un exemple pour bien voir comment ça fonctionne. Et peut-être que Jean-Yves Le Gallou me contredira, mais
Moi, je vous aurais dit... Dans un débat, il faut qu'il y ait un peu... bien sûr. Oui. Enfin, moi, je vous aurais dit ce que j'ai à vous dire. La décentralisation, notamment de l'échelon régional, pour moi, c'est un mirage. C'est même le contraire de la décentralisation. Et encore une fois, et je le répète, mon gros problème, c'est que ça se fait à l'insu des citoyens. Les régions entendent prendre toujours plus de pouvoir. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je ne sais pas si vous a échappé qu'en 2017, à l'automne, je crois, de mémoire, il y avait c'était tout à fait sérieux, hein, il y avait eu une proposition des présidents de région de France, il y a une association de présidents de région de France, ils voulaient changer de nom. Ils voulaient se faire appeler gouverneurs. Ne vous faites aucune illusion, ils vont revenir à la charge, d'ailleurs ça ne va pas tarder, et ils veulent absolument se faire appeler gouverneurs. C'est quand même significatif. C'était à l'époque, c'était présenté par M. Richter, je crois qu'il s'appelle, qui était la région Grand Est, là. Et ils veulent se faire appeler gouverneurs. Imaginez 13 gouverneurs en France, avec notre pays gaulois, là. Ça ne va pas être triste, à mon avis. Hein. Les régions, de mon point de vue, jouent un rôle, elles sont tout à fait utiles, hein, faut pas me faire dire que les régions ne sont pas utiles, par rapport à toutes les compétences qu'elles appliquent sur ce domaine que moi j'appelle régalien, elles sont assez performantes. Bon, parfois elles ne sont pas toutes bien gérées d'un point de vue financier, mais ça c'est autre chose, mais globalement les régions sont assez performantes. Sur l'aspect aménagement du territoire, là c'est autre chose. Et l'exemple par lequel je veux terminer, c'est un exemple qui, a priori, c'est pas que ça a échappé aux Français, mais c'est tellement un serpent de mer qu'ils ont fini par dire « allez, basta ». Et pourtant, je peux vous dire qu'il est d'une gravité exceptionnelle. C'est la fameuse réforme de la SNCF. Alors, c'est pas la réforme de la SNCF en tant que telle qui est un problème. C'est ce qui en a accouché. Cette réforme de la SNCF, en réalité, c'est la finalité d'un plan, de la feuille de route européenne qui dure depuis 30 ans. L'Union européenne, elle est têtue et elle sait exactement où elle veut aller. Elle veut détruire les États, ça c'est clair, pour s'installer en tant qu'entité fédérale. C'est clair, hein, c'est pas la peine de se voiler la face. Et le cas des lignes ferroviaires et de la SNCF, il est tout à fait marquant, il est tout à fait significatif. Pour arriver à ces fins, alors ces fins c'est quoi? C'est ce à quoi on arrive maintenant. C'est-à-dire en 2020, le réseau ferroviaire français, qui avait été pensé exclusivement comme un service public, il y a très longtemps, progressivement au fil et à mesure de sa construction, eh bien, en 2020, la chose sera achevée et ça va devenir uniquement une prestation commerciale, avec tous les travers que peut comporter ce genre de choses. Mais service public, terminé. Oh, il y aura bien une petite partie qui restera service public, parce que à partir du moment où un train ira d'un point à un autre avec des citoyens dedans, il y a une forme de service public. Mais ça ne sera plus qu'une prestation commerciale. Et comment ils en sont arrivés là? Ils ont poussé leur pion doucement. Parfois, il y a eu, ça renaclait, notamment en France avec la SNCF, qui n'est pas un truc facile. Hein, on connaît tous, je ne veux pas partir là-dessus. Et plusieurs fois, ils se sont fait moucher l'Union européenne. Hop, ils faisaient comme l'escargot. Ils rentrent dans le truc et puis ils reviennent par une autre voie, par autre chose. Mais ils ont fini par y arriver. Le premier point, ça a été cette fameuse métropolisation. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important. La métropolisation, elle est dans les papiers de l'Union européenne depuis très 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 longtemps et c'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé, ils ont mis des fonds européens massifs sur les métropolisations depuis des décennies. Tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Tous les maires voulaient être le maire d'une grande métropole. Tous les intellectuels voulaient tenir une chaire dans les grandes métropoles. Voilà, c'est sexy, c'est bien aussi les métropoles. Ça a quelque chose qui brasse de la patte humaine et tout. Bon, très bien, c'est séduisant. Donc ils ont financé massivement, évidemment, ces mannes d'argent. Les gens concernés les ont pris et ils ont fait des grandes métropoles, dont certaines absolument brillantes et tout à fait magnifiques. On a des grandes métropoles en France qui sont magnifiques. Ensuite, parallèlement à ça, insidieusement, l'Union européenne a poussé ses pions en finançant et en incitant massivement à faire le fameux tout TGV. Vous allez me dire quel rapport? Il est direct. Tout TGV. On a financé pendant des années et des années le tout TGV.
tous les grands maires de métropole voulaient leur TGV via Paris, etc. Donc, outre le fait qu'on a saucissonné la France dans tous les sens avec des lignes qui coupent d'un point de vue de la biodiversité, ça c'est un sujet qui me touche dramatiquement notre territoire, on a surtout épuisé les budgets de l'État avec ce tout TGV qui coûte très, très, très cher. Et pendant qu'on payait le tout TGV, on n'entretenait pas le réseau capillaire. Toutes nos petites lignes... Ah, il y a un truc où on va être d'accord avec Jean-Yves, non? Ah oui, oui, totalement. Non, je plaisante. On n'entretenait pas le réseau capillaire. Et quand je vous dis qu'on ne l'entretenait pas, moi j'ai découvert ça à la région, parce que quand vous n'êtes pas élu régional, voilà, vous ne savez pas comment que ça se passe. Et à la région, on fait ça. Là, chaque semaine, on vote des budgets, là c'est une parenthèse que je fais, on vote des petits budgets, 10 millions là, 4 millions là, machin, etc., pour changer des traverses de chemin de fer qui sont tellement pourries que si on ne les change pas dans les 3 mois, les trains actuellement ne fonctionnent plus qu'à 10 km/h et dans 3 mois, ils ne pourront plus fonctionner du tout parce que les machins, ils passent à travers le ballast. C'est ça le réseau capillaire français. Il est dans un état de délabrement total parce que pendant des années et des années, TGV, Paris, Bordeaux, Toulouse, machin, tout ce que vous voulez, Brest et tout le monde voulait son TGV. Et puis le réseau capillaire, il était abandonné. C'est ce qu'on appelle les lignes 7-9. Abandonné. Mais abandonné. Hein. Puis aujourd'hui, plus de sous. Donc qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle a voulu les métropoles, elle a fait en sorte qu'on investisse dans le tout TGV, elle a épuisé les budgets des États avec ça, et après elle dit, vous n'avez plus de sous, il vaut mieux passer ça aux régions. Tiens, les revoilà. Donc après, on a passé le réseau ferroviaire dans la main des régions. Impeccable. Alors les régions financent qu'elles peuvent, on est moitié dans le service public, moitié dans l'aménagement du territoire. Donc elles financent comme elles peuvent, mais elles ont des moyens très limités pour faire ça. L'État se désengage complètement, notamment des lignes capillaires. Et là, l'Europe met le dernier coup de marteau sur le clou. Elle décrète qu'à partir de 2020, partout en Europe et en France, les réseaux ferroviaires devront être concurrentiels. La boucle est bouclée. À partir de 2020, un réseau ferroviaire qui est constitué en 2019 d'un réseau TGV neuf ou en très très bon état, très récent. En plus, c'est des traverses en béton maintenant, donc c'est pas comme l'ancien réseau capillaire qui était en bois. Donc des lignes en très bon état, etc., avec des TGV qui roulent bien dessus. Et puis, à côté de ça, un réseau capillaire qui est, bien sûr que le TGV, ça concerne le service public, mais le réseau capillaire aussi, ça concerne le service public et notamment des territoires ruraux. Tout ce réseau entre toutes les petites villes, avec les TER, les TET, tous ces trucs-là. Ces lignes-là sont complètement pourries. Quand on va faire la concurrence, qui arrive là maintenant, dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Quand un opérateur anglais ou italien ou ce que vous voulez va arriver, ou allemand, va arriver pour rentrer sur le marché de la concurrence des lignes françaises. Il n'est pas cinglé, mec. Il ne va pas mettre ses trains sur des lignes pourries qui ne sont pas rentables. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord postuler sur les lignes rentables. Donc les lignes neuves, les lignes TGV, etc. Et les autres, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh bien, elles vont faire comme elles sont en train de faire là. Elles vont fermer, les unes après les autres. Il faut savoir que les tronçons capillaires, là, ferment les uns après les autres. Alors on espace les gares, après on espace le nombre de trains par jour, après, etc. Mais à partir du moment où on va rentrer dans un système ferroviaire de marché, eh bien, il faudra que ça soit rentable, et le service public. Et vous pensez bien qu'un opérateur étranger qui est financé par des fonds de pension hollandais, quand on va lui dire, il y a le père machin qui est pas content parce qu'il a trifouillé les oies, le train il s'arrête plus chez lui, et puis la ligne elle est pourrie, elle va à 15 à l'heure, mais qui va dire, je sais pas, je connais pas le père machin, je connais pas Trifouilly, puis c'est pas mon problème, moi il faut que ça soit rentable, et puis c'est tout. C'est ça la réalité des choses. Elle est peut-être brutale, je vous l'ai dit un peu brutalement, mais c'est ça. C'est à ça qu'on arrive. Et ça, c'est pas le paradis qui l'a fait, c'est les régions. Et via l'Union européenne. Et l'État s'est désengagé parce qu'il a complètement failli dans cette affaire-là. Voilà le type même d'exemple qui nous touche tous, qui est une réalité
au quotidien est là, contemporaine, et qui est directement une verrue de l'Union européenne avec la mainmise sur les territoires français. Et à partir du moment où l'Union européenne, via les régions, maîtrise nos réseaux capillaires dans les territoires, eh bien ça veut dire que quelque part, une partie de l'aménagement de notre territoire n'est plus dans la main de l'État, de notre État souverain, donc de nous, du peuple, mais est dans la main d'un organisme supranational qui nous échappe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur cette relation entre région et Europe. C'est comme ça que je la ressens au quotidien. J'étais encore dans l'hémicycle toute la journée. Encore une fois, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que les régions sont le diable, que les régions sont inutiles, mais le premier reproche que je fais aux régions, c'est qu'une partie de leur fonctionnement et qu'une partie de l'exercice de leurs compétences et de leur exercice réel est masquée, de mon point de vue. Et c'est pas anodin, c'est voulu. Et les régions avancent masquées. Moi, j'affirme qu'elles sont quelque part le cheval de Troie de l'Union européenne sur les territoires français. C'est ma position. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse en place. Non, je parle pas de Ah ben d'accord. Moi, je viens d'avoir une prothèse du genou, alors j'ai pas eu le courage. Même sans micro. C'est pas plus mal. Vous m'entendez bien au fond? Ouais, on va mettre ça juste à côté. Alors, j'ai tenu le timing. très bien, très bien. D'abord, je suis très largement d'accord avec ce qui a été dit, notamment la démonstration sur la métropolisation, sur les conséquences sur le réseau ferroviaire. Enfin, je suis très largement d'accord, mais je vais présenter les choses différemment, ce qui ne veut pas dire un désaccord. D'abord, si on se place sur le temps long, qu'on part du début de la Ve République. On a théoriquement la même constitution depuis 60 ans, ce qui est absolument extraordinaire en France, qui a été un pays quand même pas mal bousculé. Mais il y a 60 ans, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il y avait 3 échelons de collectivité. 3. Il y avait la commune, le département, l'État. Aujourd'hui, on en a 6, et je dirais même 7, et je dirais même 8. Et le 7e et le 8e sont un peu de nature différente. Premier échelon, la commune. Ça n'a pas trop bougé, à part quelques regroupements de communes, la commune. Deuxième échelon, l'intercommunalité. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, avec les métropoles, mais aussi l'intercommunalité dans les territoires ruraux. Troisième échelon, le département. Quatrième échelon, la région. Cinquième échelon, l'État. Sixième échelon, l'Union européenne. Et au-dessus de ces échelons, il y a les organisations internationales. L'ONU, l'OTAN, mais enfin c'est un peu particulier, et toute une série d'organismes spécialisés sur l'environnement, sur la santé, sur les métropoles, sur l'égalité homme-femme, sur tout un tas de sujets. Et qui produisent de l'idéologie et des normes et des conventions. Ça, c'est le 7e échelon. Typiquement, le pacte de Marrakech, c'est le 7e échelon. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est le 7e échelon. La Convention internationale des droits de l'enfant qui fait qu'il y a 50 000 clandestins mineurs isolés qui rentrent chaque année, par exemple. 7e échelon. Et quel est l'échelon au-delà de ça? Il y a l'échelon judiciaire et l'échelon
médiatique qui diffuse l'idéologie globale, et l'échelon judiciaire impose des choses absolument à tous les niveaux. Il y a une collectivité qui a décidé de passer un appel d'offres en expliquant qu'il fallait que l'entreprise devait fournir des employés qui parlent français. Il y a eu une contestation, je crois que c'est un département. La délibération a été cassée par le juge administratif. Il y a des maires qui ont organisé des crèches, pas des crèches pour accueillir des enfants, mais des crèches de Noël. Ça a été cassé par des décisions de tribunaux administratifs. Le Conseil régional d'Île-de-France avait décidé de supprimer la quasi-gratuité des transports pour les clandestins, bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Ça a été cassé par les tribunaux administratifs. Et dans énormément de domaines, ce sont les tribunaux judiciaires et administratifs qui décident. Dans un domaine qui est quand même particulièrement important et préoccupant, qui est celui de l'immigration massive, l'essentiel des décisions sont prises par les tribunaux. Le regroupement familial, ça a été décidé par les tribunaux. L'accueil des mineurs isolés, ou des mineurs dits isolés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés d'ailleurs, mais passons, c'est décidé par les tribunaux. Donc, le fait d'accorder le droit d'asile à des gens qui ne sont pas persécutés politiquement, mais qui expliquent qu'ils ont des problèmes dans leur famille parce qu'ils sont homosexuels alors que c'est mal vu dans leur pays, c'est décidé par les tribunaux. Donc, il y a un organe qui décide de tout, ce sont les tribunaux. Alors, les tribunaux, c'est quoi? En France, c'est le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice européenne, qui dépend de l'Union européenne, mais beaucoup plus important que tout ça, la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne dépend pas de l'Union européenne, mais qui interprète des textes généraux, et ensuite ces textes généraux sont réinterprétés par les différents tribunaux. Et tout ça se fait dans un cadre idéologique bien particulier, qui est celui de la mondialisation, du libre-échange, de la libre concurrence, on voit avec l'affaire de la SNCF, et des droits de l'homme qui ne prend en compte que le point de vue des individus, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur appartenance. Et donc, il y a un phénomène global, idéologique, et dans lequel les politiques interviennent finalement assez peu. Et l'Union européenne, ce qui nous a été dit, ce que vous avez dit sur l'Union européenne, j'en suis globalement d'accord, mais c'est qu'un élément du tout. Et je crois, j'y reviendrai, que le problème de l'Union européenne, c'est le même problème que celui de l'État, c'est le même problème que celui des départements, des régions ou des communes, c'est l'idéologie des gens qui les dirigent. Parce que quand on a créé une multitude d'échelons, il y a deux avantages à la multitude d'échelons. D'abord, à chaque fois, on a éloigné, contrairement à la thèse de la décentralisation, on dit on va rapprocher, en fait cette multitude d'échelons, elle éloigne. C'est-à-dire que l'intercommunalité, elle est moins proche des gens que la commune. On le voit alors de manière très concrète. Quand les communes s'occupaient d'enlever les ordures ménagères, si on n'était pas content du jour de retrait, on allait voir le maire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas content du service, vous allez voir le maire dit c'est l'intercommunalité. Et qui est derrière ça? C'est les grandes entreprises qui veulent avoir pour partenaires des grandes collectivités. Et pourquoi on est passé de la commune à l'intercommunalité? Pourquoi on passe
du département à la région et pourquoi on passe de l'État à l'Europe, parce qu'on éloigne les choses des gens. C'est ça la réalité. Donc il y a le discours sur la décentralisation, la réalité c'est qu'on éloigne à chaque fois les échelons de pouvoir. Le deuxième avantage, c'est qu'on ne sait plus où sont les responsabilités. Quand vous avez six responsables, on vous dit toujours c'est l'autre. Et d'ailleurs, c'est là que je critique une partie du discours anti-Union européenne, car il vise à dire « Ah ben c'est pas moi, c'est l'Union européenne qui nous impose ça ». Tous les partis politiques ont utilisé cet argument. Tous les partis politiques. Y compris, alors les partis politiques souverainistes, ah, c'est l'Union européenne, c'est les méchants de l'Union européenne, mais aussi les partis dits de gouvernement, aussi bien le PS, on voit qu'il est en voie de disparition, enfin qui a longtemps régné, ou LR, enfin qui a changé 15 fois de nom, mais enfin c'est toujours la même chose. Or, c'est pas tout à fait exact, c'est là que je suis un peu en désaccord avec vous. Je crois l'Europe, elle produit des règlements qui s'appliquent directement aux États. Et elle produit des directives que les États doivent transposer. Mais ces règlements et ces directives, ils ne sont pas décidés par la Commission européenne. Ils sont préparés par la Commission européenne. Ils sont ensuite votés par les assemblées, c'est-à-dire le Conseil européen, c'est les ministres des différents pays européens, et par le Parlement européen, c'est-à-dire les gens que vous allez élire dans un mois. C'est-à-dire que quand un élu français vous dit « ça a été imposé par Bruxelles », il oublie de vous dire que ça a été voté au Conseil européen et au Parlement européen par l'ensemble des partis de gouvernement, c'est-à-dire s'agissant de la France, le PS hier, les macroniens aujourd'hui ou demain, et tous les LR, ensemble, ils ont voté ça. Et donc, il y a une responsabilité politique. C'est pas simplement quelque chose qui est devenu indépendamment de la volonté. Il y a une responsabilité politique assumée. De même, je viens à la métropolisation. La métropolisation, oui, l'Union européenne y pousse. Parce que la logique du mondialisme, c'est de connecter les grandes villes les unes aux autres. Et que les grandes villes soient davantage connectées les unes aux autres qu'avec leur territoire le plus proche. Si vous appartenez aux classes aisées des grandes villes françaises, au fond, vous êtes plus à l'aise à New York que vous n'êtes à l'aise en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et donc, ou même dans le monde rural. Voilà. Donc l'objectif, c'est la connexion des grandes villes entre elles, donc des grandes villes françaises, des métropoles avec Paris et avec les autres grandes villes mondiales. Mais objectivement, c'est un projet qui s'est développé bien avant l'Union européenne et dont le principal acteur français, je vous poserai la question, quel est l'homme qui a fait le plus pour l'intercommunalité en France? Je vous poserai la question. D'abord, les métropoles, c'est ancien. C'est ancien. Les communautés urbaines, c'est l'ancêtre des métropoles. Les communautés urbaines, c'est créé à l'époque du général de Gaulle, dans les années 60. À l'époque, il y en avait 8. On a vu très vite que ça coûtait très cher. Mais on a quand même développé. Après les communautés urbaines, il y a le district urbain, enfin il y a tout un tas de choses qui... Mais ça remonte aux années 60. À l'époque, l'Union européenne ne s'occupait pas de ça. Mais il y avait déjà une logique technocratique, à la fois d'avoir affaire à des grands échelons, plus responsables que les petits échelons de proximité, et l'intérêt aussi des grandes entreprises d'avoir des partenaires d'une taille suffisante avec lesquels ils peuvent discuter. Parce qu'une grande structure, elle préfère discuter avec une autre grande structure qu'avec une myriade de petites structures. Alors une question, qui en France a fait le plus pour le développement de l'intercommunalité? Ça, c'est une colle. Citez un homme politique. De Gaulle, non? De Gaulle? Oui, non. Ah non, De Gaulle, il a créé les communautés urbaines, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Non.
Non. Non. Chevènement. Chevènement, c'est un souverainiste, Chevènement. C'est lui qui a fait le plus pour l'intercommunalité. Et je vais vous expliquer comment. Ce sera un propos de haute moralité, mais qui se comprend par la nature humaine. La technocratie française et la technocratie européenne et la technocratie mondiale voulaient les regroupements de communes. C'est ancien. On enseignait ça à Sciences Po dans les années 60, qu'il fallait regrouper les communes, que les 36 000 communes, c'était des petits machins. Voilà. On a essayé de regrouper les communes. Les maires n'ont jamais voulu fusionner. Alors on a dit, on va essayer de les encourager à fusionner, on va les encourager à se regrouper, on va leur donner des subventions supplémentaires quand ils vont se regrouper. Alors au lieu d'avoir 20% pour le COSEC, enfin le gymnase, ils auront 30%. Honnêtement, ça n'a pas marché. Les petits maires avaient des indemnités, ou toujours des indemnités dérisoires. Et même les maires des grandes villes ont aussi des indemnités très faibles, mais l'intercommunalité va donner des indemnités à tout le monde, des indemnités importantes au président et des indemnités plus intéressantes que les indemnités d'élus aux autres. Et donc vous avez monsieur Michu, qui est maire d'une petite commune, qui a toujours refusé de se regrouper avec d'autres parce qu'il veut rester maître chez lui. Et puis on lui dit, ben voilà, on va faire une intercommunalité avec les voisins. Et donc il a toujours envie de rester maître chez lui, mais madame Michu lui dit, ah oui, mais enfin écoute, si tu fais l'intercommunalité, bah, voilà. Et c'est comme ça que l'intercommunalité s'est développée, c'est comme ça que les métropoles se sont développées à partir de 1997. Et quand je dis ça, bon, j'ai été moi-même élu, donc je vois les choses quand même de manière raisonnable. C'est humain. Et donc, Chevènement, il a acheté tout le système électoral pour développer l'intercommunalité, avec tous les développements vers la métropolisation, etc. Tout ça, ça s'est énormément développé au cours des 20 dernières années. Alors, c'est vrai que ça correspond tout à fait au plan de l'Union européenne, mais ça va bien au-delà que cela. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que je pense que la querelle des institutions ou des structures n'est pas forcément la plus déterminante. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une politique est bonne ou mauvaise, c'est pas qu'elle soit faite à Bruxelles, à Paris, à Orléans ou à Romorantin, c'est l'angle qui est pris, c'est la politique qui est conduite. Parmi les fonds que vous avez cité le Fonds social européen. Le Fonds social européen, il va aider massivement un certain nombre d'associations de banlieue, un certain nombre d'associations pro-islam, un certain nombre d'associations antiracistes. Il va aider tout cela. Le Fonds social européen va le faire. Mais l'État va le faire aussi. Vous avez dans le budget de l'État un pavé comme ça qui regroupe toutes les subventions. Vous avez exactement les mêmes que ceux que vous avez à l'Union européenne. Et si vous descendez, que vous prenez les subventions des régions ou les subventions des villes, vous allez retrouver la même liste. C'est-à-dire qu'il y a la même ligne politique qui est conduite, qu'elle soit à l'échelon européen, à l'échelon national, à l'échelon départemental ou à l'échelon communal. C'est la même politique qui est conduite parce que c'est très difficile de s'y opposer.
Parce que ceux qui s'y opposent, ceux qui s'opposent au politiquement correct, ils vont se trouver mis en cause médiatiquement, mis en cause par leurs collègues, et ils vont hésiter à le faire. Et donc tout le monde œuvre dans la même direction, chacun à son échelon. Il y a une idéologie commune, quel que soit l'endroit où elle s'applique. Alors ce qui est vrai, c'est que plus c'est loin de l'électeur, plus c'est facile. Et plus c'est près, plus on peut dire « mais pourquoi vous faites ça ?» Plus c'est loin, plus c'est facile. Mais, et honnêtement, de même qu'il pourrait y avoir au niveau de l'État ou des régions des politiques différentes, il pourrait y avoir au niveau européen des politiques différentes. Vous êtes sous le symbole de le slogan de la souveraineté. Eh bien, la souveraineté, finalement, c'est ce qui s'affirme. Selon la formule de Carl Schmitt, est souverain celui qui décide des circonstances exceptionnelles. Et on peut très bien, même dans le cadre juridique actuel, décider de circonstances exceptionnelles. Alors, je vais citer 3 exemples choquants. Je ne sais pas lequel vous trouverez d'ailleurs le plus choquant. Le premier, c'est celui d'Orbán, Premier ministre hongrois. Il est dans l'Union européenne, il décide de bloquer ses frontières. Il a d'ailleurs parfaitement le droit, au regard de Schengen d'ailleurs, parce que Schengen prévoit le contrôle des frontières extérieures. Il décide de bloquer ses frontières. Il est souverain. Il ne sort pas de l'Union européenne. Les Anglais ne contrôlent pas leurs frontières, en tout cas pas autant qu'ils le devraient, mais il décide, il prend l'acte souverain de contrôler ses frontières. Les Polonais, ils sont dans l'Union européenne, ils décident de changer leurs règles en matière judiciaire parce qu'ils veulent éviter que le pouvoir judiciaire accapare la souveraineté politique, accapare le pouvoir des élus. Ils font un acte souverain. Orbán, il vire Soros, il ferme l'université de Soros en Hongrie, il fait un acte souverain. Et Macron lui-même fait un acte souverain sur Notre-Dame. Je crains le pire, d'accord, je crains le pire. Mais je veux dire, Macron fait voter un texte qui lui permet de reconstruire, j'aurais préféré restaurer personnellement, Notre-Dame, sans tenir compte des règles habituelles d'urbanisme, sans tenir compte des règles habituelles de protection du patrimoine, sans tenir compte de la charte de Venise, qui est un grand texte international, c'est le pacte de Marrakech de protection des monuments historiques, si on peut dire, qui fixe un certain nombre de règles en matière de restauration, et sans tenir compte des règles européennes d'appel à la concurrence, puisqu'il exclut les règles de passation des marchés. Donc vous voyez très bien qu'on peut faire des actes souverains. C'est un acte souverain, encore une fois, je crains le pire, je crains le pire. Mais c'est un acte souverain, en tout cas sur l'aspect qui nous concerne, il balaye d'un trait de plume une règle absolument sacro-sainte de l'Union européenne, qui est la libre concurrence dans la passation des règles de passation des marchés. Et donc là, il tape vraiment dans le cœur de l'idéologie européenne en balayant cela. Alors après, quand on vient nous dire qu'on ne peut pas mettre dans les règles de passation des marchés le fait qu'il faille parler français pour travailler dans un marché français, c'est purement artificiel, ou plus exactement, c'est un accaparement de souveraineté de la part des juges. Donc je crois que le vrai problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est moins la question des institutions que la question de l'idéologie qui
contrôle, qui gouverne les différents échelons politiques, et la soumission, il faut bien le dire, de l'immense majorité des hommes politiques, depuis le conseiller municipal de base jusqu'aux députés européens, et aux commissaires européens et aux ministres, au politiquement correct, qui fait que par la crainte de sortir du parcours balisé par les médias, eh bien, tout le monde se soumet et tout le monde agit dans le même sens aux différents échelons. Alors c'est vrai que l'accumulation des échelons verrouille le dispositif, puisque le canal supérieur peut donner de l'argent au canal inférieur et donc incite le canal inférieur à se soumettre au canal supérieur, etc. Donc cet enchaînement de 6 collectivités renforce la rigidité et le conformisme du système, mais le problème, me semble-t-il, absolument majeur, c'est le conformisme par rapport aux idées dominantes, et c'est la soumission au pouvoir des juges, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir essentiel en France, c'est le pouvoir des juges. Et ça, c'est un problème de souveraineté qui est tout à fait terrible, parce que la souveraineté, dans la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par le référendum. Je cite la Constitution de 58. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le pouvoir est passé aux juges. Depuis, d'ailleurs, un coup d'État qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui est un coup d'État de 1971, quand le Conseil constitutionnel a décidé qu'il allait juger des lois, non pas dans la manière dont elles avaient été adoptées formellement, mais dans leur contenu par rapport aux principes généraux contenus dans la Constitution, c'est-à-dire dans des textes très généraux. Et c'est là que d'un seul coup, la souveraineté a basculé du peuple aux juges. Alors après, il y a eu d'autres étapes. Quand le Conseil d'État a décidé que le droit international, les traités internationaux étaient supérieurs aux lois, même postérieures, bon, il y a eu toute une série d'étapes, mais il y a eu un coup d'État des juges à partir des années 71. Alors, qui a été l'auteur de ce coup d'État? Eh bien, ça, c'est là aussi l'ironie de l'histoire. C'est un homme qui s'appelait Gaston Palevski, qui était le président du Conseil constitutionnel à l'époque, qui était un gaulliste, hyper gaulliste, et qui a fait ça pour se venger de Pompidou. Voilà. Et en se vengeant de Pompidou, il a ruiné l'édifice du général de Gaulle qui l'avait placé à la tête du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est comme ça. La vie est parfois faite d'événements de ce type, mais je crois vraiment que le problème fondamental de la souveraineté, c'est la souveraineté par rapport aux juges, c'est la souveraineté du peuple, et c'est la rupture avec le politiquement correct qui est diffusé par les grandes entreprises, les grands médias, les grandes ONG, qui sont aujourd'hui le vrai réseau de pouvoir. Le vrai réseau de pouvoir, c'est les très grandes banques, les très grandes entreprises, les très grandes ONG et les très grands médias. D'ailleurs, ça se recoupe, puisque les très grands médias sont eux-mêmes possédés par des grands financiers. C'est là qu'est vraiment le pouvoir. Et ensuite, les différents échelons sont des relais. Et c'est vrai que plus l'échelon est éloigné du peuple, et c'est le cas de l'Union européenne, plus il est efficace pour cette appropriation, accaparement du pouvoir. Et c'est pas si simple de reconstruire les choses. C'est pas seulement un problème d'institution, c'est véritablement un problème d'idées et d'idéologie. Et derrière les idées et l'idéologie, il y a aussi les grands intérêts.